Le sommeil, c'est un tiers de notre vie. À 60 ans, on aura dormi 20 ans. J'ai relevé que quand même les troubles du sommeil touchent un tiers de la population française, donc c'est un peu plus de 20 millions de Français. C'est un trouble, on pourrait dire c'est une épidémie. En 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil dans les statistiques. En moyenne, on va avoir la durée du sommeil en semaine est de 7 heures, en vérité 6h55. Et puis le week-end, comme on s'octroie plus de temps, on n'a pas ce rythme sociétal à tenir, on va dormir en moyenne 8h02 le week-end. Il faut savoir que le temps moyen des Français est de 7h47 et 45% des Français de 25 à 45 ans considèrent qu'ils dorment moins que ce dont ils ont besoin. 45% des Français se mettent volontairement en dette de sommeil ou subissent un trouble du sommeil qui va les mettre en dette du sommeil. Alors quand j'ai commencé à travailler en sophrologie, j'ai reçu beaucoup de personnes que les médecins m'envoyaient plutôt pour des douleurs chroniques. Ces douleurs chroniques qui empêchent de dormir la nuit. Des gens qui sont en traitement médicamenteux, où le traitement peut altérer la structure du sommeil. Ou aussi des gens qui sont en chimiothérapie et qui ont effectivement une difficulté à trouver du sommeil. Mais il y a aussi les femmes enceintes, il y a aussi... Finalement, je me suis retrouvée avec une population qui venait pour quelque chose et la 3e séance de sophrologie me disait « Ah, au fait, il faut que je vous dise, je dors bien maintenant. » Je dis, ah bon, au début j'étais toute jeune, je disais, ah bon, vous dormiez mal avant, vous ne me l'avez pas dit dans l'anamnèse, voilà. Et tous, systématiquement, je comprenais qu'ils avaient un trouble du sommeil lié à leur pathologie, et aussi que la sophrologie était une réponse adaptée alors qu'ils ne venaient même pas pour ça au démarrage. Donc j'ai commencé à me dire en tant que scientifique, est-ce que ça a un impact, comment ça a un impact? Alors je travaille au cabinet à Neuilly, la rue Charles de Gaulle. Je fais partie des 2 fédérations de sophrologie qui regroupent les sophrologues d'une façon professionnelle. Et effectivement, comme l'a dit Florence, je participe. Alors j'aime bien beaucoup apporter des solutions au grand public, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que ça ne reste pas dans un petit milieu microcosme, mais que tout le monde y ait accès gratuitement par les médias, par exemple. Donc ça peut être le TEDx, parce que le TEDx c'est des conférences internationales. Ça peut être pour le Huffington, parce que les chroniques passent, que ce soit en France, mais aussi, j'ai un cousin qui va me dire, en francophonie africaine, il l'a vu au Québec, etc. C'est relayé partout. Donc ça permet de porter, entre guillemets, des outils à des gens qui forcément n'iraient pas forcément pousser la porte d'un sophrologue. Alors évidemment, du coup, c'est venu petit à petit, j'ai eu la possibilité d'écrire ce livre pour les éditions Odile Jacob, Bien dormir sans médicaments. Et puis, j'ai tout rassemblé dans un site qui s'appelle Bien Relax, que j'ai depuis plus d'une dizaine d'années, parce que tout simplement, les patients que j'accompagnais ou les personnes que j'accompagnais, souvent elles sont aussi en déplacement. Et elles n'avaient pas accès aux exercices qu'on faisait ensemble quand ils étaient à l'autre bout du monde. Ils avaient, à l'époque, il y a 15 ans, je donnais des CD, mais ils oubliaient systématiquement le CD dans leur valise. Donc j'ai commencé à créer ce site pour les personnes qui étaient à l'autre bout du monde et qui à l'hôtel n'arrivaient pas à trouver leur sommeil parce qu'ils étaient en jet lag, ils étaient anxieux de l'événement à venir, de la présentation qu'ils allaient faire. Donc j'ai commencé à créer ce site pour eux. Et puis après, les gens en province, les amis m'ont dit mais moi j'aimerais bien, et je me suis dit finalement pourquoi le garder pour juste ma clientèle? Je vais pouvoir le mettre disponible pour le grand public. Et donc du grand public, c'est passé aussi aux sophrologues. Donc comme je donne beaucoup de cours dans les écoles, toutes les associations et les écoles de sophrologie, sur le terme du sommeil particulièrement, mais aussi le burn-out et le cancer, et du coup j'ai créé un annuaire pour regrouper les sophrologues qui avaient suivi cette certification spécifique au sommeil. Et puis voilà, et là, la dernière nouveauté de cette année, c'est que je crée les masterclass de sophrologie qui vont permettre aux meilleurs des sophrologues de transmettre leurs compétences, où qu'on soit dans le monde, parce que j'ai une élève par exemple qui est venue faire le certificat sommeil, elle est en Guyane, elle ne revient pas tous les ans en France, elle a envie de continuer à faire d'autres certificats. Et maintenant, on a la chance d'avoir des outils qui permettent ce qu'on appelle des MOOC, c'est de l'e-learning, d'avoir accès à des formations, de pouvoir revoir à son rythme, réviser, et après de passer peut-être dans du présentiel de qualité, mais on a déjà un tronc commun, un tronc de base. Donc ça, c'était toujours dans cette optique de donner le plus d'informations de qualité, mais voilà, accessible à tout le monde et sans qu'il y ait un frein financier, un frein de déplacement ou autre. Alors, de formation, je suis scientifique. D'abord, c'est vraiment ma formation de base. Je suis spécialisée en chimie physique. Et ce qui m'intéressait, c'était la modification des cellules sous le stress. Modification biologique, mais aussi comportementale. Et puis, du coup, je suis spécialisée sur le stress et le sommeil. Et j'utilise beaucoup de techniques qui sont basées sur les neurosciences. Donc, mon rôle, c'est de faire le lien entre ce qui se passe en neuropsychiatrie et en médecine orientale. De comprendre, en décodage scientifique, qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche,
comment est-ce qu'on peut utiliser dans un protocole qui soit propre. Alors, il y a des techniques que vous connaissez forcément, vous en avez entendu parler, il y en a qui sont très à la mode en ce moment. Elles sont toutes, la plupart viennent depuis des millénaires, hein, et elles ont été utilisées. C'est la sophrologie, ça c'est la plus récente, elle date des années 60. La relaxation, Shub-Jacobson, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une technique qu'on peut utiliser d'entrée avec quelqu'un qui va avoir du mal à absorber une information. On va le mettre dans un état de détente et qui va le rendre réceptif à l'information qu'on va lui donner. J'utilise beaucoup la cohérence cardiaque, ça depuis 2008. Maintenant, on en entend plus parler dans les médias, mais c'est vraiment une technique qui a été validée par l'armée, qui est reconnue numéro 1 en stratégie par la Fédération française de cardiologie. Donc elle va avoir un impact sur le rythme cardiaque et sur la tension artérielle. Et ça, on en a besoin pour calmer le jeu avant de s'endormir et pour pouvoir bien dormir. J'utilise beaucoup le yoga de la respiration parce que la respiration va agir sur le système nerveux autonome, pour ceux qui connaissent, système sympathique, parasympathique. Pareil, on va décélérer l'accélération de ce système nerveux qui a été surstimulé en journée. Et puis la méditation de la pleine conscience, qui va être spécifique dans la façon dont je vais l'orienter, va être la méditation de la concentration pour éviter la dispersion des pensées. Cette dispersion mentale, ce zapping qu'on fait même au quotidien dans notre façon de pratiquer. Et quand on est la nuit, le zapping fait qu'on se réveille la nuit, on a les yeux grands ouverts, on pense à plein de choses, on n'arrive plus à se refocaliser, se reconcentrer dans un espace calme et serein et revenir dans le sommeil. Donc toutes ces techniques réunies, combinées, ça s'appelle la sophrologie en fin de compte. Dans la sophrologie, c'est un neuropsychiatre qui a mis en place cette technique, c'est la capacité de choisir le meilleur des techniques, d'en faire un protocole très très codifié quand même pour les sophrologues. On ne part pas dans tous les sens, on sait ce qu'on fait, et d'accompagner la personne à devenir autonome. Donc ça aussi, c'était un des principes de la sophrologie, c'est de donner l'outil à la personne, elle rentre chez elle et continue l'entraînement. Et avec cet entraînement, elle va retrouver, alors là, le chemin du sommeil, si c'est sur le sommeil, si c'est pour autre chose, ça pour la douleur, on va utiliser d'autres mécanismes pour la douleur. Quand j'ai travaillé sur le sommeil, quand j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que ça marchait, la sophrologie sur le sommeil, j'ai dû me replonger sur les lois qui régulent le sommeil. Et on oublie ces deux lois. Souvent, les gens viennent vous voir en disant « je veux bien dormir, donnez-moi quelque chose », mais ils n'ont pas respecté ces lois. Ça ne sert à rien de proposer un traitement si les lois ne sont pas respectées. C'est ne pas aller à la source du problème. Et ces deux lois qui régulent le mécanisme du sommeil, il y a une loi qui s'appelle l'horloge circadienne. C'est une horloge prédictive dans votre corps, une chronobiologie, qui vous indique le meilleur moment pour dormir, le meilleur moment pour travailler, le meilleur moment pour digérer, le meilleur moment pour faire du sport, qui vous indique vos phases d'éveil et de veille, vos phases préférées chronobiologiquement de vigilance, vos phases au contraire de ressources. Et la plupart des gens qui vont venir, la première chose, c'est que dans l'anamnèse, je vais observer si effectivement ils ont respecté leur horloge biologique. Alors, on va voir ce que ça veut dire respecter son horloge biologique. Une horloge circadienne, ça vient du mot circadiès, c'est à peu près 24 heures. Il y a des gens qui ont une horloge qui fait à peu près 24h30, d'autres qui font à peu près 23h30. Et tous les matins au réveil, en ouvrant les yeux, en stoppant la libération de la mélatonine, cette personne va resynchroniser son horloge biologique. Donc déjà, vous pouvez vous poser la question, quand quelqu'un vient vous voir et qui a un trouble du sommeil, si elle se lève à des heures différentes tous les matins, elle va désynchroniser son horloge biologique. Et donc au bout d'un moment, son corps ne va plus envoyer le signal de quand est-ce qu'il faut dormir, quand est-ce qu'il faut se réveiller. Ces portes d'entrée et de sortie du sommeil ne vont plus être aussi efficaces, aussi fortes, ne vont plus s'exprimer aussi fortes. La deuxième loi qui régule le sommeil, c'est la loi de l'homéostasie. Alors vous le connaissez bien en général, c'est la capacité du corps de revenir à l'équilibre, que les paramètres biologiques du corps, physiologiques du corps reviennent à l'équilibre. Alors ces paramètres, qu'est-ce qui va se passer en journée? Vous allez accumuler de la fatigue. Et normalement, il y a un moment où vous avez un paramètre qui pour vous faire revenir à l'équilibre, il va vous dire stop, va vous faire sentir de la fatigue et vous amener, si vous êtes synchronisé avec votre horloge circadienne, vous amener naturellement, spontanément dans la phase du sommeil. Maintenant, si mon horloge circadienne est là, je vais accumuler de la fatigue et puis je vais dormir n'importe quand. Ou inversement, je peux respecter mon horloge circadienne, mais souvent nos seniors n'accumulent pas la fatigue en journée et donc il n'y a plus cette pression de fatigue, ce qu'on appelle, c'est vraiment une pression qui va faire glisser dans le sommeil. Inversement, on va voir que si je suis trop en stimulation en journée, je ne vais plus entendre cette pression de sommeil et pourtant je sais que je suis fatiguée.
Mais là, même si j'ai envie de dormir et que je suis crevée, je n'y arrive plus. Il y a tous ces mécanismes qui vont se mettre en place. Alors, entrons un petit peu plus, voilà, pas en détail, parce que ce n'est pas l'objectif de la soirée, mais au moins de vraiment comprendre l'impact de l'horloge circadienne sur votre organisme. Je vous ai dit que vous aviez des phases favorables pour la vigilance et puis des phases favorables pour la veille. Et ce rythme, il est inscrit dans votre génétique depuis des millénaires. Alors, pour quelqu'un qui se lève à 7 heures du matin, on va avoir une augmentation de la température et une augmentation du cortisol, l'hormone de la tonicité dans le corps, à partir de 5 heures du matin, qui va vous permettre de tenir debout, tout simplement à 7 heures du matin. Donc ça veut dire qu'elle a déjà prévu, d'où l'importance de réguler et d'avoir toujours la même heure de lever. Parce que si je change mon heure tous les jours, ben mon horloge, elle ne sait pas quand est-ce qu'il faut produire cette hormone. Elle va déréguler cette hormone et elle ne va pas fonctionner au bon moment. Alors on a une belle plage de vigilance entre 7 heures et 12 heures, qui est favorable à une vigilance. Ça peut être une vigilance intellectuelle de travail, ça peut être aussi une vigilance sportive. On va avoir cette plage-là qui se met en route. Et puis petit à petit, vers 13 heures, 15 heures, on va voir effectivement un ralentissement du fonctionnement des organes disponibles pour tout ce qui est la vigilance, l'effort. Qu'on ait déjeuné ou pas. Alors bien sûr, plus je déjeune, gras, lourd, plus je vais augmenter cette phase, parce que le feu digestif va prendre de l'énergie au détriment de la remontée. Mais si je n'ai pas déjeuné, j'ai aussi cette phase qui est très propice à la sieste. Alors la sieste, je suis d'accord, en France, égale paresse. Pourtant la sieste, dans l'armée, pour les astronautes, c'est ce qui sauve leur vie. Pour les Vendée Globe, etc. Quand on fait, par exemple, nous qui ne sommes pas dans des cas extrêmes, comme ces populations-là qui ont été étudiées, mais quand on fait une sieste de 20 minutes, pas n'importe laquelle, une power nap, celle qui vous redonne de la puissance, eh ben on va récupérer l'énergie pour les 3 heures suivantes. Alors évidemment, si vous faites une sieste d'1h30, c'est une sieste royale, souvent ça arrive le week-end, là on va faire un cycle entier de sommeil. Et là on n'est pas du tout dans une power nap, je rattrape une dette de sommeil. Attention, si vous la faites le dimanche, souvent vous n'êtes plus assez fatigué le dimanche soir et comme la nuit du dimanche est plus difficile, un peu plus anxieuse parce qu'on reprend le lundi, vous risquez de ne pas arriver à vous endormir avant 1h du matin parce que vous n'aurez plus assez de pression de sommeil. Donc faire une sieste, oui, 20 minutes, 3 minutes, 7 minutes, très bien. L'objectif, c'est de ne pas basculer dans le sommeil lent profond. Et d'ailleurs, tous ceux qui détestent la sieste, c'est tous ceux qui sont tombés dans le sommeil lent profond. Et on appelle ça l'inertie du sommeil. Et après, quand on sort de la sieste, on rame. Toute l'après-midi, on a la bouche pâteuse. On sait, oh là là, ça, là, on l'a payé cher, sa sieste. Donc ça, c'est la sieste qui peut nous rendre groggy. Par contre, une sieste où on reste dans un sommeil lent léger, on n'a pas ce problème-là. On a juste un flash, une régénération, une capacité à retrouver, juste pour les 3 heures à venir, une petite fraîcheur d'esprit et de corps. Les sportifs de haut niveau l'utilisent énormément pour recommencer l'entraînement l'après-midi. Les gens qui travaillent énormément intellectuellement, je leur apprends à poser les siestes à ce moment-là. Et alors, beaucoup me disent, je ne sais pas la faire. Le petit truc, c'est au début, c'est tous les jours de la faire à la même heure. Dans une sieste flash, une power nap, on n'a pas besoin de s'endormir. On fait juste, vous voyez cette courbe, on fait juste une décélération. On pourrait appeler ça juste une relaxation profonde. Et peut-être que vous ne dormirez qu'une demi-seconde. Ça suffit pour régénérer vos neurones. C'est pour ça qu'on reste en sommeil lent léger. J'entends quand même ce qui se passe autour de moi. Je peux bouger, je sens encore les choses. Je n'ai pas tous mes 5 sens qui se sont éteints. Je suis encore dans une vigilance de stade, du début de sommeil. Et puis après, vous avez l'énergie qui remonte. 16h, 17h, très très propice, 17h, 19h. Alors propice à l'activité musculaire, si vous avez besoin de faire un footing, c'est plutôt à cette heure-ci. Propice aussi à un travail intellectuel. Là, c'est très intéressant parce que vous avez cette énergie, ça a beaucoup de part, c'est prévu par votre horloge circadienne. Maintenant, si vous faites un sport vers 21h, vous voyez la courbe, normalement elle descend, ça correspond aussi à votre température corporelle. Cette courbe, elle vous montre votre niveau de vigilance, votre niveau de cortisol et votre élévation de température corporelle. Oui, les 3 sont liés. Si j'ai un taux de cortisol haut, j'augmente ma vigilance. Si j'ai une température haute, taux de cortisol, température qui monte et vigilance, les 3 sont liés.
Donc si je fais mon sport, un sport qui vous fait transpirer, hein, je ne parle pas d'une activité de détente, de plaisir, etc. Je parle d'un sport performance où je veux gagner, où je vais libérer de l'adrénaline, du cortisol, et ben, il va falloir attendre la diminution de cette hormone et ça peut prendre 5 à 6 heures. En moyenne, ça retarde 3 heures l'endormissement, mais pour après avoir un sommeil de qualité, vous ne l'aurez pas. Et on va se retrouver avec une population qui travaille jusqu'à 20 heures. À 21 heures, ils vont à la salle de sport. Ils rentrent à 23h30, ils n'arrivent pas à s'endormir avant 1h, 2h du matin. Et ils n'auront qu'un sommeil léger, pas de qualité. Et ils sont crevés, ils disent « Je ne comprends pas, je fais du sport, je fais tout pour me maintenir en forme et tout. » En fin de compte, ils ne le font pas. C'est hyper important de faire du sport, on va voir. Mais dans le bon créneau horaire, dans la bonne horloge circadienne. Et ça, souvent, les gens l'oublient. Alors, ce que je vais vous raconter, là, ça correspond à 90% des plaintes du sommeil. Donc, on n'a pas besoin de traitement médicamenteux. On a déjà besoin de rétablir les lois circadiennes et homéostasiques. Alors, dans cette loi circadienne, il y a un tout petit truc quand même qu'on peut ajouter, et que vous connaissez tous, est-ce que vous êtes coq ou hibou? Est-ce que vous êtes lève-tôt ou plutôt couche-tard? Bon, 75% des Français, c'est moitié-moitié, c'est ni trop lève-tôt, ni trop couche-tard, voilà. Et puis, il va y avoir une petite population qui va être évidemment lève-tôt. Alors, le lève-tôt, c'est facile à reconnaître. Le lève-tôt, il a faim quand il se lève. Le lève-tôt, il n'est jamais en retard au rendez-vous. Il y a une horloge circadienne assez rigide. Donc, moi, je le repère tout de suite au cabinet. Il vient à l'heure. Le lève-tard, il n'a pas faim le matin. Vous lui proposez un truc, il fait les enzymes digestives, elles ne sont pas prêtes. Il est encore dedans. Donc, ça ne sert à rien de le forcer, ça lui reste... voilà. Et le lève-tard, alors il va être de plus en plus sociable. Le lève-tôt, le soir, vous voyez, moi, je suis lève-tôt. C'est un effort, là, pour moi, en ce moment. On est le soir, c'est un effort. Ça me coûte en énergie. Un lève-tard, lui, au contraire, il est en pleine forme. Hein. Alors là, lui, bien. Mais alors, demain matin, au cabinet à 8h, lui, c'est pas la peine que je lui donne rendez-vous. Hein. En plus, c'est celui qui va être systématiquement en retard, alors qu'il met toute sa bonne volonté pour être à l'heure. Mais c'est comme ça. Il a une horloge, en plus, circadienne plus souple. Il en tire un bénéfice. C'est qu'il est plus adaptable au décalage horaire. Ah ouais, il n'y a pas de bon chronotype. Il y a juste des comportements un peu différents. Et dans ces petits comportements, bah, quand on connaît ces petites astuces-là, on sait à peu près, voilà, on peut s'amuser avec eux parce qu'effectivement, on peut ajuster leur horloge circadienne en fonction de leurs besoins et pas en fonction... Alors, cette courbe que je vous ai montrée correspond à 75% des Français, 7h, 22h. D'accord. Mais il ne faut pas oublier que ça peut un peu se décaler pour un lève-tôt et un peu se décaler pour un lève-tard. Et c'est pour ça que quelquefois, on va avoir un enfant qui a été éduqué pour se coucher tôt, alors que toute la famille était couchée tôt, mais lui, il était couche-tard, et il a installé un trouble de l'insomnie, c'est-à-dire qu'il a attendu pendant 3 heures dans son lit, ou 1h30 dans son lit, ça l'a énervé, il a bloqué son endormissement naturel, parce que simplement, on n'a pas respecté son horloge circadienne. Et on crée comme ça, on va générer des troubles du sommeil, tout simplement, parce que on pense bien faire, nous parents, et il est temps d'être couché, mais on a oublié qu'il avait une horloge propre. Et alors bien sûr, comme c'est génétique, il faut quand même qu'il y en ait dans la famille, mais ça peut être le grand-père, la grand-mère. Vous savez très bien que ça peut sauter et ça peut se retrouver après. Donc c'est très très intéressant. Il y en a toujours un dans la famille, mais par exemple, on peut avoir les 2 parents couchent tôt, l'aîné couche tôt, le 3e couche tard. Comme il est plus petit, on pense qu'il faut le coucher plus tôt que l'aîné. Et lui, il va attendre son sommeil, il va commencer à créer un comportement « je vais au lit, je ne dors pas ». Et là, on passe dans le comportemental. Je vais au lit, je ne dors pas, de ce qu'on appelle une résistance au sommeil. On fabrique un trouble de l'insomnie, alors qu'au démarrage, c'était juste parce que lui, il pouvait se coucher peut-être 10 minutes plus tard que son grand frère. Il était couche-tard et l'autre était lève-tôt. Donc on voit qu'au niveau comportemental, on peut arriver à créer des dettes de sommeil, des troubles du sommeil avec cette croyance, ben moi, ça s'est jamais bien passé pendant mon enfance. Et puis il y a aussi des familles comportementales, où ça ne se passe jamais bien et là, les parents, particulièrement la maman, transmet son anxiété parce qu'elle n'arrive plus à trouver le sommeil et pour elle, elle focalise sur le sommeil de ses enfants et comportementalement, elle va créer un trouble chez l'enfant, tout simplement. Alors dans ce cas-là, moi, la technique, c'est passer le relais à votre mari, hein, c'est lui qui va coucher l'enfant parce qu'il ne va pas focaliser, il faut absolument que tu dormes. Si tu ne dors pas demain, tu n'auras pas de bonne note à l'école. Ça, c'est le typique, je reçois ça. Et je dis, non, passez la main parce que l'anxiété de la maman fait que ça rend l'enfant, et comme vous et moi, on est buvard des émotions et il va commencer à se dire, donc le sommeil, il se peut que je ne dors pas. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous donnez une information à votre cerveau, il faut absolument que je dorme, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas bien dormir.
c'est ce qu'on appelle une information paradoxale parce que vous donnez un signal d'alerte au cerveau alors que c'est le moment où il doit lâcher prise. Inversement, les patients que j'envoie où je suspecte des troubles d'apnée, je l'évoquerai rapidement, ils doivent être accompagnés, ça c'est un trouble médical, donc ils doivent être testés, accompagnés en trouble médical. Ils me disent, ils m'appellent le lendemain de la polysomnographie, ils me disent oh, Clémence, je vous assure, c'est la première fois de la vie que je dors. Parce qu'ils voulaient tellement me prouver qu'ils ne dormaient pas, qu'ils ont dormi. Donc on voit qu'on peut utiliser des techniques au niveau du cerveau pour pouvoir induire un comportement ou un autre. Alors plutôt l'induire positif, ça c'est très sympa, plutôt que négatif, et c'est à nous de donner l'information, d'être pédagogique pour que le parent s'approprie en fin de compte l'information et puisse ou traiter son propre trouble du sommeil et du coup ne pas engager tous ses enfants dans le même trouble du sommeil ou passer la main. Quelquefois c'est très simple, vous leur demandez, l'enfant dort très mal chez lui mais chez les copains et chez les grands-parents il dort très bien. Alors là effectivement on récupère l'information et puis on va dire mais vous madame vous dormez comment et vous monsieur vous dormez comment et puis ça va se dégager tout seul et puis ils vont auto-comprendre tout simplement parce que plus on leur donne l'accès à l'information, plus entre guillemets ils deviennent éduqués sur le sujet et ils comprennent vite qu'ils installent ce trouble du comportement. D'ailleurs je vous ferai remarquer, les mamans détestent quand les papas rentrent du bureau et excitent leur gamin. Parce qu'ils savent que derrière, ils vont rater un cycle de sommeil et ils vont mettre 1h30 à s'endormir, tout simplement parce qu'ils ont fait monter leur température corporelle en s'endormant. Or, rappelez-vous la courbe de tout à l'heure, on ne s'endort que sur une température corporelle qui descend. Donc s'il fait même trop chaud dans ma chambre, combien de fois je demande aux adolescents, mais combien il fait dans ta chambre? Ah 22, hein, ah oui, c'est sûr, il faut qu'il fasse 18 dans la chambre. Parce que s'il fait 22, ma température corporelle ne peut pas descendre, donc je ne vais pas trouver le sommeil facilement. Inversement, pour nous les mamans, là, les dames, on a souvent les pieds froids. Il va bien falloir que la température corporelle interne s'évacue par les extrémités. Si j'ai les pieds froids, ça bloque l'évacuation de cette baisse de température corporelle. Donc petite bouillotte, petite chaussette ou les pieds glacés sous le conjoint, ils n'aiment pas ça, mais c'est pas grave, nous ça nous fait du bien et du coup on peut s'endormir. C'est vachement sexy. Je préfère mettre les pieds que mettre mes petites chaussettes. Chacun... Je suis passée aux chaussettes. Voilà. Donc, coq ou hibou, couche tard, lève tard, c'est un petit peu important pour... encore une fois, il n'y a pas de règle du jeu générale, il y a une règle de jeu spécifique au chronotype de chacun. Alors là, je voulais parler du chronotype. Puis il y a une deuxième petite sous-rubrique dans l'horloge circadienne. La première sous-rubrique, c'est chronotype. La deuxième sous-rubrique, c'est quel dormeur est-on? Petit, moyen, gros dormeur. Alors, moyen, c'est la majorité de la population, c'est environ 8 heures. Alors, vous pouvez voir que dans les statistiques, on dort moins de 7 heures dans la semaine. Donc les moyens dormeurs se créent une dette de sommeil. On appelle ça une dette sociale, sociétale. C'est parce que le rythme de vie de la société me met dans cette dette-là. Et puis on a les grands dormeurs, au-dessus de 9 heures par nuit. Alors 12 heures, c'est pathologique. Voilà, ça m'est arrivé comme on envoie, de l'Hôtel Dieu m'en envoie, pour traiter un trouble, mais ils sont diagnostiqués pathologiques. 9 heures, c'est 15% de la population. Petit dormeur, 10%, c'est 6 heures. Pourtant, 10% de la population au niveau génétique. Pourtant, dans les études, 33 à 36% dans les dernières études de Français se déclarent dormir 6 heures par nuit au moins. Ça veut dire qu'il y a peut-être vraiment 10% qui en ont le potentiel, les 20% supplémentaires, ou maintenant les 26%, parce que ça a encore beaucoup monté depuis 3 ans, les 26% supplémentaires, ça veut donc dire que ce sont des gens qui se croient petits dormeurs, ou qui se fabriquent petits dormeurs, qui ne respectent pas leurs besoins de sommeil, mais qui vont, et comme par hasard, dans les mêmes études, 20% se déclarent insomniaques. Donc on a clairement établi une relation entre ceux qui se déclarent insomniaques et ces moyens dormeurs qui se forcent à être des petits dormeurs, et ces 20%-là créent un trouble de l'insomnie. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de nos jours, et ça devient un vrai enjeu de société, c'est que notre société, on est hyper connecté. On peut travailler jusqu'à 11h, minuit. On va pouvoir reculer, parce que quand on est on a devant un écran, on a de la lumière bleue qui nous donne un signal d'éveil à notre cerveau. Et on va reculer en moyenne, d'après les études, de 3 heures son endormissement. 3 heures, c'est 2 cycles de sommeil. Un cycle de sommeil, c'est 1h30 en moyenne. Donc 3 heures, c'est 2 cycles de sommeil. Donc de 8 heures, on va passer à 5h45, 5h30, 5h... Voilà. Et on va
fabriquer une population, entre guillemets, de comportement sociétal qui passe en insomnie, en dette de sommeil chronique. Donc ça, c'est aussi, on va le retrouver dans une famille. Je peux avoir un petit dormeur et j'ai obligé l'enfant à rester au lit. Ou je peux avoir mon conjoint petit dormeur, il me réveille, et moi, du coup, j'ai un trouble de l'insomnie parce que je suis réveillée par mon conjoint qui n'a pas le même besoin de sommeil que moi. Je peux aussi avoir le contraire. Je peux avoir un grand dormeur, et puis la maison... Alors, c'est typique des fâcheries en vacances. Quand on part même en famille, on n'a pas les mêmes chronotypes. Quand on part avec des amis, on peut se brouiller parce que ça met une mauvaise humeur de ne pas dormir. On peut se brouiller avec des amis parce qu'il y a une partie qui est lève tôt. Ils font du boucan dans la maison alors que les autres étaient couche tard, qui faisaient du boucan, donc ils empêchent les uns de dormir. Le rythme de sommeil, le besoin de sommeil, et au bout de 4-5 jours, on devient de mauvaise humeur, irritable, tout simplement parce qu'on n'a pas dormi, ils sont contents. Alors ça, il vaut mieux partir avec des amis qui ont le même chronotype et le même besoin de sommeil que nous. Ça, c'est vrai. Hein, sélectionnez-les comme ça, vous verrez, les vacances seront beaucoup plus reposantes. Alors, ah oui, souvent une question qu'on pose, c'est en vieillissant, on a moins besoin de sommeil. Est-ce que c'est une question qu'on vous a... ou même quelque chose que vous avez l'impression d'avoir intégré comme ça. Hein? Et la qualité aussi. Ouais. En fait, compte non. Bah ouais, c'est ça le piège. Ce qui est vrai, et vous avez tout à fait raison, c'est la qualité de sommeil qui va changer. Et surtout, la personne va fragmenter son sommeil. C'est-à-dire qu'à partir... Alors, déjà, arrivé à la retraite, en général, il y a un rebond de gain de sommeil. On voit qu'ils dorment facilement leurs 8 heures de sommeil pour la moyenne. Parce que la retraite permet de se lever un peu plus tard, on n'a plus besoin d'aller au travail, et donc je vais pouvoir dormir le matin. Alors, dormir le matin, je vais à 7 heures complet, ou 7h30, 8 heures, je vais gagner un cycle complet. Et puis, c'est des personnes aussi qui vont pouvoir installer une sieste. Et une sieste en journée qui va leur permettre de récupérer. Et puis, en vieillissant, la pression de sommeil étant moins bonne qualité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à dormir de plus en plus en journée. Et donc moins dormir la nuit. Mais sur 24 heures, ils auront leur quantum de sommeil. Et c'est pour ça que les études montrent vraiment bien que, à la rigueur, on a un sommeil lent, plus léger, qui fait qu'on a un sommeil agité, on est plus sensible à l'environnement, etc. Oui, en vieillissant, on a une moins bonne pression de sommeil, on sait qu'on libère moins de mélatonine, cette hormone du sommeil qui garantit de descendre dans un sommeil profond de qualité. Mais le temps de sommeil va être celui qu'on a acquis à peu près vers 25 ans. Hein, alors l'adolescence aussi, c'est une période assez critique. Il y a les hormones qui poussent, on a chaud, l'adolescent a du mal à s'endormir, il va décaler son endormissement par rapport à nous, mais il va le retrouver, hein, il va retrouver son chronotype vraiment vers 22, 23, 24, 25 ans, ça dépend, il y en a qui sont plus ou moins mûrs, hein. Donc la stabilité hormonale va se mettre à ce niveau-là. Donc effectivement, on va avoir un sommeil quand on va être plus âgé, un sommeil de moins en moins bonne qualité, et on va donc mettre en place, on va avoir des synchroniseurs pour augmenter la qualité du sommeil. C'est ce qu'on va voir après, cette réponse homostasique. Et pour nos adolescents, ben, c'est vrai que, par exemple, on voit dans les statistiques que le couche-tôt, le lève-tôt a de meilleurs résultats scolaires que le lève-tard. Mais c'est injuste, c'est pas qu'il est plus intelligent. C'est juste parce que l'école correspond à son chronotype et que le lève-tard, ben, il arrive les 2 premières heures, vous pouvez lui dire n'importe quoi, il est dans les vapes. Il ne va pas intégrer l'information, il n'a pas une qualité d'éveil qui permettent d'intégrer l'information. Et quand il est adolescent, comme il a en plus un retard de phase, ce qu'on appelle un retard de phase, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il n'absorbe pas l'information. Celui qui va être privilégié, c'est le lève-tôt. Donc on va effectivement avoir une inégalité chronotype qui va se répercuter sur les résultats scolaires. Inversement, la personne âgée, ben, quelquefois elle pique du nez à 19h et puis ben, à 1h du matin elle est réveillée. Puis elle va voir son médecin, elle va dire « Mais moi, je dors pas du tout de la nuit, hein, ça va pas du tout, donnez-moi quelque chose. » Ah ouais, mais quand on fait le comptant, il a déjà eu ses 8 heures dans la journée. Parce qu'il a piqué du nez, il s'est réveillé à 1h du matin, mais après il pique du nez à 10h30, 11h, il repique du nez à 5h de l'après-midi, ou à 3h, ou à 2h, et il a son comptant de sommeil. Et si on n'a pas cette information-là, si on ne pose pas la question un peu « Mais qu'est-ce que vous faites en journée? Comment ça se passe votre journée? Où est-ce que vous dormez? Comment vous piquez du nez ?» etc. Et ben, on reçoit juste la plainte de l'insomnie, puis en fin de compte, c'est pas ça. Il va falloir augmenter la vigilance la journée pour créer une pression de sommeil et les empêcher de basculer dans un sommeil de jour et un éveil la nuit. Alors, pour ça, on a des synchroniseurs de temps et on en a vraiment des très 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 forts. Le plus fort,
depuis la nuit des temps, c'est la lumière. La lumière qui donne votre qualité de nuit. Et puis le dernier, ça va être bien sûr les activités sportives, mais ça peut être, je n'ai pas dit du sport de performance. Alors, le sport de performance, il y a un temps pour tout. D'accord ? Puis il y a un âge pour tout. Il y a un âge, on n'est plus dans le sport de performance, mais l'activité en mouvement. Et cette activité en mouvement, elle va faire quoi ? Elle va faire monter votre température corporelle. Rappelez-vous, la courbe, elle est liée à votre température corporelle et votre taux de tonicité, le cortisol. C'est très important. C'est pour ça que installer de l'activité corporelle en journée, quel que soit l'âge, va favoriser un sommeil de qualité. Maintenant, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne l'installez pas à 22h, 21h, au moment où on doit passer en mode veille. Installez-le pour stimuler l'éveil. Donc quand vous le stimulez le matin, ce que vous allez faire, vous allez recaler votre horloge circadienne. Quand vous l'installez le soir, vous risquez de retarder un peu votre endormissement. Enfin, pas un peu, beaucoup. Par là ? Merci. Donc, dès que vous avez quelqu'un qui a un trouble du sommeil, la première chose, c'est savoir, s'il passe la journée dans l'obscurité, il donne un signal de nuit à son cerveau. Il va continuer à libérer de la mélatonine pendant la journée, l'hormone du sommeil. Il va somnoler en journée. Arrivé le soir, il n'en aura plus en stock. Donc il ne va pas dormir. Et vous allez avoir ainsi quelqu'un qui va se plaindre d'un trouble du sommeil, tout simplement parce qu'il n'a pas installé ces indicateurs. Vous voyez à quel point, rien qu'en prenant compte de ces indicateurs, je vous assure, ça règle 90% des troubles du sommeil, des plaintes du sommeil que les médecins, que vos voisins, que vos amis, que vos enfants, que votre entourage professionnel, privé, familial, sportif vous exprime. Et puis il y a cette pression de sommeil qu'il va falloir accumuler, cette dette qui va se mettre en place parce que je me fatigue en journée. Ça, c'est la balance homéostasique. Je ne peux pas descendre dans un sommeil profond, et c'est pour ça que le sport est intéressant, l'activité physique, mais l'activité mentale aussi. L'activité mentale fatigue, la concentration fatigue. C'est parce que j'augmente ce paramètre-là au bon moment que je vais accumuler une fatigue qui va me permettre, et mes paramètres biologiques vont dire stop, maintenant c'est l'espace ressources. Donc c'est les deux conjugués qui sont importants. Donc il faut accumuler la fatigue en journée, respecter son horloge biologique, ça garantit un sommeil de qualité. C'est facile quand on explique ça. Ça rend la chose vraiment accessible. Alors on dit chez nous que souvent les plaintes d'insomnie, ce n'est pas un trouble du sommeil. On verra ce que c'est un trouble du sommeil. Ce sont des troubles de l'éveil. C'est donc qu'en journée, il n'y a pas eu les indicateurs qui faisaient que le cerveau faisait bien la différence entre le jour et la nuit. Il n'y a pas eu en journée la pression de sommeil suffisante qui permet un sommeil de qualité. Ou il y a eu trop de pression. Et ça va être pour la catégorie des gens anxieux. On a tous un terrain anxiogène quand même, mais plus ou moins renforcé. Et suivant les épisodes de vie, on l'a plus ou moins fragile, vulnérable. Et on va se retrouver avec une personnalité, un sujet qui va avoir par exemple une anxiété pour un événement à venir. Ou tout simplement quelque chose qui n'a pas été digéré de la journée et qui va le réveiller pendant la nuit. Soit un réveil précoce d'anxiété, soit un trouble nocturne, un réveil où le cerveau se remet à se remballer, parce que trop de pression en journée fait qu'on va bloquer cette balance homéostasique qui nous fait passer dans le sommeil. Alors que je suis crevée. Je suis crevée et pourtant j'arrive plus à dormir. Mon taux de cortisol est resté trop dans le corps et continue à donner un signal d'éveil à mon cerveau. Ma préoccupation mentale reste focusée sur une problématique et mon cerveau n'arrive pas à lâcher prise. Donc je ne vais pas passer dans un sommeil de qualité. Et là, effectivement, on va mettre en place des techniques qui vont permettre de détendre le corps, qui vont permettre de quitter la rumination obsessionnelle, qui vont permettre tout simplement de gérer le système nerveux autonome pour ralentir, pour favoriser le ralentissement de ces organes vitaux et leur permettre de venir dans cet espace de nuit qui est programmé par l'horloge circadienne. Là, c'est toute la force de la sophrologie, mais on le retrouve en relaxation, on le retrouve en méditation. Je vous rappelle, il y a beaucoup de techniques qui permettent d'aborder cet espace-là naturellement en utilisant nos ressources naturelles, nos mécanismes naturels. Donc trop de pression, c'est une catégorie de population, des sujets qui vont venir, qui sont en hyperexcitation, en hyperstimulation mentale au travail. Et effectivement, à ce moment-là, ils ne savent plus lever le pied de la pédale d'accélérateur, donc on va leur réapprendre dans les séances de sophrologie à
s'octroyer, il faut à peu près 20 minutes pour qu'il y ait un ralentissement interne qui se mette en place, un petit refroidissement, la température corporelle va descendre, le rythme cardiaque va descendre, la tension artérielle va descendre, on va passer des ondes bêta aux ondes alpha, ceux qui connaissent un petit peu le mécanisme des ondes cérébrales. C'est cette porte d'entrée du sommeil qui va favoriser de rentrer après dans des ondes plus ralenties, delta, theta, qui va favoriser un sommeil lent léger, un sommeil profond, pour le sommeil lent profond. Donc, c'est très important. Si on respecte le process naturel, on va avoir un sommeil de qualité. Si je donne un somnifère, le somnifère, le mot est trompeur, c'est pas une aide de sommeil. Ça vous favorise, ça altère la structure du sommeil, ça favorise de rester en sommeil lent léger. Donc, vous empêchez la personne, entre guillemets, le médicament empêche la personne de passer en sommeil lent profond. C'est le stade où ces récupérateurs, régénérateurs, immunitaires, régénération cellulaire, neuronale, physiologique. Donc, il aura la sensation de dormir, il est anesthésié, mais le logiciel de régénération n'est pas activé parce qu'il ne va pas en sommeil lent profond. Le somnifère va effectivement vous maintenir en sommeil lent léger, donc ça favorise l'endormissement, ça favorise la continuité des cycles de sommeil, mais sans faire descendre le sommeil en sommeil lent profond. Ça va aussi altérer la structure du sommeil paradoxal, c'est le moment des rêves, et c'est hyper important parce que c'est la gestion des émotions et c'est la catharsis de tout ce qui est du vécu émotionnel dans la journée. Donc il va y avoir un impact ponctuellement sur 1 ou 2 jours, ça va. Mais dès qu'on dépasse 3 jours de prise, il faut savoir que le cerveau il désapprend à passer en sommeil lent profond et en sommeil paradoxal. Donc on désapprend, on n'entraîne plus le cerveau à faire ces cycles de sommeil. Et ce qui fait que quand la personne arrête le somnifère, il y a ce rebond d'insomnie et cette dépendance, parce qu'il ne sait plus faire. Donc là aussi, quand les médecins m'envoient les patients pour le sevrage, la sophrologie va permettre de se reconnecter avec ce processus d'apprentissage pour redescendre vers le sommeil. Il faut tout rééduquer. Donc, bien sûr, la loi là, elle devient de plus en plus restrictive. Hein. C'était autorisé jusqu'à 4 semaines, les benzodiazépines. Là, maintenant, il va y avoir même des codifications spécifiques. Ça va être de plus en plus difficile. On voit un regain de ressources vers la mélatonine, les plantes, et il y a des études qui sont très intéressantes pour l'esselscolzia, le millepertuis, la valériane, la passiflore. Ça marcherait très bien. Pour certains cas, pas pour tout le monde. Encore une fois, il faut poser la bonne anamnèse. Il n'y a pas une trousse commune à tous. Il y a des symptômes, et dans ces symptômes, il y a une origine. Et cette origine-là, c'est celle qui doit être prise en charge. Parmi vous, il y en a beaucoup qui sont psychothérapeutes, psychologues. C'est plus vous qui avez un rôle à jouer qu'un somnifère. C'est plus besoin de traiter une émotion, de changer du comportement, d'envisager les choses peut-être différemment dans ce qu'on vit, qui va permettre d'arriver à régler le trouble du sommeil. Je vous ai juste remis vraiment les principaux mécanismes. Après une nuit, on n'est plus très frais du cerveau et du corps non plus, hein. On n'est pas au top de sa forme, on n'est pas non plus... on est plus susceptible immunitairement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une heure de sommeil en moins vous fait consommer 204 calories de plus. Vous allez chercher de l'énergie gras sucré rapide, hein, ce qui va dans les 1. Donc ça va, c'est assez rapide. Donc une personne qui est facilement, en moyenne, les Français sont facilement en 2-3 heures de dette de sommeil, ils consomment en moyenne 600 à 800 calories sans se rendre compte de plus le lendemain, pour tenir en énergie le lendemain. Donc on va aussi avoir beaucoup de problèmes au niveau cardiovasculaire. Parce qu'il faut savoir que pendant la nuit, vos organes vitaux fonctionnent en niveau économie, ils se ressourcent. Par exemple, votre rythme cardiaque va diminuer de 20%, de 15 à 20%. Si vous ne dormez pas bien, vous ne faites pas ce ralentissement. Et donc, ça va entretenir une inflammation au bout d'un moment, et avec surtout le taux de cortisol encore. Donc, le risque d'obésité, de diabète, c'est vraiment important. Le risque d'AVC est multiplié par 4. Les chiffres ne sont pas très sympathiques, hein. Le taux de mortalité effectivement est plus élevé, le risque de cancer maintenant est avéré. On sait que les populations qui travaillent en travail posté la nuit sont des sujets à risque, c'est déclaré maintenant dans la médecine du travail comme facteur cancérogène. Perturber son horloge biologique, et mardi, notre prix Nobel de la médecine, nos 3 prix Nobel de la médecine, ça m'a fait super plaisir, ils travaillent dessus. Une corrélation entre ne pas respecter son horloge biologique, son rythme circadien,
favorise effectivement cette désynchronisation du sommeil lent profond et donc de cette régénération cellulaire et immunitaire. Et ça va favoriser le risque, je n'ai pas dit que ça favorisait là, mais le risque d'une maladie chronique, d'une maladie voilà, qui est liée à cette régulation. Alors pour finir, bah, on dort maintenant à peu près 2 heures de... Il y a un siècle, on dormait 2 heures de plus. Hein, arrivée de la lumière, 1h30, donc ça c'était à l'arrivée de la lumière. 1h30 de plus il y a 50 ans, 1 heure de plus il y a 20 ans. Aujourd'hui, 7h15, on est déjà descendu en dessous. Hein, ça c'était les chiffres de 2015. Donc on sait qu'on est déjà descendu en dessous, on est en dessous des 7 heures. Donc voilà, et notre population va se retrouver vers alors, ce que j'appelle vraiment un enjeu de société. Alors, enjeu de société, on a quand même des facteurs de vulnérabilité, on est plus vulnérable avec l'âge, on rêve tous de retrouver notre sommeil d'enfant. Voilà, quand on a une enfance paisible, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. Une fragilité, une vulnérabilité, les hommes sont plus sensibles, les troubles du sommeil sont plus déclarés par les femmes que les hommes. Le statut marital, hein, le veuvage est une zone de fragilité, le divorce aussi est une zone de fragilité. Le conjoint permet quelquefois de respecter, c'est-à-dire que c'est l'autre qui dit « allez, on va au lit, arrête de traîner hein, », qui nous fait sortir de l'ordinateur notre série est très addictive. Hein. Les séries télé, on voit un nouveau phénomène qui arrive, hein, avec des gens qui enchaînent une nouvelle addiction. Sur les séries télé, hein, ils sont faites pour nous tenir en haleine, hein, bah, c'est bien réussi, ils y arrivent. Combien de fois, quand je commence une série, je me dis « oh là là ». Minuit, j'ai pas vu le temps passer. Moi, mon horloge biologique, c'est mon train du sommeil, il arrive à l'heure fixe, c'est 10h20. Donc bah, je vous assure, je suis devant ma série. Si j'ai commencé ma série, je sais que c'est foutu. Donc, bah, le conjoint, là, quelquefois, lui, il arrive à sortir de l'addiction. Hein, et il dit, allez, c'est le moment d'aller se coucher, il y en a marre. Donc, on voit qu'effectivement, quelquefois, c'est plus facile d'avoir quelqu'un à côté qui mette une limite et on peut se retrouver dans une vulnérabilité. Je voulais juste vous rappeler qu'on a quand même 78%, 80% des plus de 50 ans qui se plaignent d'un trouble du sommeil. Donc c'est très 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 important. En moyenne, ils vont avoir un réveil 2 fois par nuit. Il y a quand même combien, c'est marqué avec mes lunettes, c'est 33%. 33%, c'est plus de 2 fois par nuit, hein, c'est 2 à 3 fois par nuit. Donc c'est le trouble, alors évidemment il y a aussi la prostate de ces messieurs, il y a les bouffées de chaleur de madame, la ménopause, la prostate, toutes ces variations hormonales, toute cette pression, cette envie d'aller aux toilettes et tout ça, fait que ça va favoriser avec l'âge le besoin de se réveiller la nuit pour faire un petit tour et pour revenir. Donc c'est évident. Le plus, ça va être ça. Les retards d'endormissement. Alors, retard d'endormissement. Est-ce que c'est un retard parce que je ne me couche pas à la bonne heure, j'entends plus ma pression de sommeil. Vous savez comment vous entendez, vous, quand le train arrive? C'est quoi les signes? Qu'est-ce que vous entendez qui vous dit « Allez, il est temps que j'aille au lit ». Bye. On a les yeux qui piquent. Les yeux qui piquent. Le froid, oui. Vous avez rappelé la courbe, on a des petits frissons, on a une concentration, une vigilance, on n'a plus trop envie qu'on nous embête à ce moment-là. On a un petit repli sur soi qui nous indique que ça y est, il est temps d'aller dormir. Si je laisse passer ce temps, ou je m'endors dans le canapé, ou alors je rate mon train et le prochain il vient combien de temps après? Eh bien 1h30. Donc si je rate mon train, je vais me coucher. Et puis là je commence à dire, bah, je m'énerve. À chaque fois que je vais au lit, je ne dors pas. Et je commence à installer une injonction. Je vais au lit, je ne dors pas. Et là, on a dans les comportementales. Donc, on voit tous ces mécanismes. Le but, c'est de détecter tous les mécanismes qui font qu'on dort bien ou pas. La dernière étude là, qui a été faite, c'était sur les animaux de compagnie. Il y a une population, je ne sais plus, c'était 40% des gens qui laissent leurs animaux de compagnie rester dans la chambre. Ils n'ont pas le même rythme de sommeil que nous, donc ils viennent nous réveiller parce qu'ils ont fini de dormir ou ils vont bien. Donc, l'animal de compagnie hors de la chambre. On a aussi une étude qui nous indique que dans plus le lit est large, plus on a un sommeil de qualité. Donc c'est pas parce que je vais être loin de toi, mais je peux m'étaler. Donc voilà, les études sont sorties. On sait aussi que les gens qui fument leur dernière cigarette, ils vont retarder leur endormissement de 3 heures en moyenne. C'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. Donc c'est toutes ces micro-informations qu'on va retenir et en général c'est multifactoriel. Hein. Les gens. Donc n'oubliez pas l'écran. L'écran est, alors, plusieurs raisons. La lumière de l'écran, cette lumière bleue qui stoppe la mélatonine, l'hormone du sommeil.
qui donne un signal d'éveil au cerveau très 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 important. Alors cet signal d'éveil, il est quand même lié non seulement à la lumière, mais aussi lié à votre réactivité. Vous voyez une nouvelle, vous avez de l'émotion, vous interagissez. Donc vous êtes en stimulation. Donc vous maintenez de l'adrénaline, du cortisol dans le corps, alors qu'elle devrait descendre. Donc je vais juste un tout petit peu avancer. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on se sent en journée? C'est ça. Moi, quelqu'un qui vient me voir pour un trouble du sommeil et qui est en pleine forme en journée, qui n'est pas malade, qui n'a pas de chute immunitaire, c'est quoi son trouble du sommeil? Ça veut dire peut-être que c'est un petit dormeur et qui croit qu'il devrait dormir 8 heures, 9 heures par nuit. C'est peut-être... Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas ensemble. Quelqu'un qui me dit « J'ai pas de problème de sommeil, mais je suis tout le temps malade. J'ai des problèmes de concentration et tout. » Je le regarde, je me dis... Là, dernièrement, j'ai un papa que j'accompagne voilà, pour un autre trouble. Et puis, il me dit que son enfant qui va rentrer, donc l'année dernière, il était en CM2, il allait rentrer en 6e. Il me dit, il est tout le temps crevé. Et puis, on me raconte son truc, voilà. Et l'enfant, pourtant, il dort en moyenne 12 heures. Donc, ce qui est bien, normal pour cet âge-là. Et donc je l'ai envoyé voir un médecin du sommeil, parce que j'ai dit, pour moi, ça ressemble à de l'apnée. Tout ce que vous me racontez, il se réveille la nuit en suffoquant, voilà, etc. Et ça, c'est un trouble du sommeil. Là, on n'est plus dans le trouble de l'éveil, c'est un trouble du sommeil. Ça, c'est un accompagnement médical. L'apnée, c'est pas que les personnes vieilles, grosses. Non, l'apnée, c'est les enfants. Une énorme population d'enfants, c'est ça. Ils dorment la bouche ouverte, ils ont la bouche sèche, c'est facile à repérer. Ils ronflent. Ça peut être les amygdales, lui c'était les amygdales, mais ça peut être une obstruction du nez, ça peut être au niveau de la cage thoracique. Une personne âgée, plus elle a du volume, plus il va y avoir une masse musculaire qui va s'écraser et avoir du mal à respirer. Là, c'est au niveau, donc un petit régime, une petite tonification chez le kiné pour la respiration. Hein. Vous connaissez, vous les kinés, vous savez. Ça peut être aussi un problème au niveau du placement de la langue qui descend. Donc on va faire une rééducation au niveau de la mandibule, de la langue. Ça peut être une orthèse. Ça peut être le cas extrême, ça va être l'appareillage en PPC, en pression positive. On a graduellement détecté où se passe l'obstruction, comment se passe l'obstruction. Il y a des spécialistes pour ça. Donc ça ne sert à rien de traiter un trouble du sommeil si c'est de l'apnée. Si c'est tout de suite, c'est du médical, il y a besoin d'un appareillage, il y a besoin d'un accompagnement, il y a besoin d'une rééducation, il y a besoin de quelque chose de spécifique. On va avoir aussi un autre mécanisme qui va être important, c'est l'impatience des jambes, dans les jambes. C'est quand on va dire que la nuit tombe, vous avez commencé à avoir des mouvements dans les jambes, des douleurs dans les jambes, vous avez besoin de bouger tout le temps. C'est assez impressionnant, hein, les films des gens qui ont des impatiences des jambes, ils dorment debout, vraiment, parce que les douleurs sont trop fortes, donc ils restent debout toute la nuit, et on les voit piquer du nez, et donc ils ne tombent jamais en sommeil lent profond. Ils ont vraiment une dette de sommeil très très grave. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de traitement. Dernier colloque l'année dernière sur l'impatience des jambes, j'ai bien observé que on peut faire un traitement, après le traitement marche un peu, après on arrête le traitement parce que les symptômes s'aggravent, on revient au point de départ, on recommence. Voilà, il n'y a pas de clé magique pour le moment, on ne comprend pas très bien le fonctionnement. C'est pas drôle, hein, alors il y a toujours la possibilité de refroidir les jambes, il y a des matelas avec des surmatelas frais, ça marche plutôt pas mal, la douche fraîche sur les jambes. On n'est pas dans la circulation sanguine, hein. On est dans une douleur, c'est comme des coups d'aiguille dans les jambes. Hein. C'est assez... Quand vous voyez les films faits à l'Hôtel Dieu sur les gens qui ont des impatiences dans les jambes, donc ils ont polysonographie, actimétrie, ils sont mesurés, et en plus il y a une caméra infrarouge qui les filme. En ce moment, c'est un exercice qui est très 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 en vogue. Alors, j'ai eu la chance, je l'ai appris à l'unité du stress et de la dépression au CHU de Lille, avec le docteur Servant. C'était David Servan-Schreiber qui l'avait ramené en 2007-2008 en France. Et dès 2008, ils ont monté une première session de formation pour les thérapeutes à l'unité du stress et de la dépression et de l'anxiété au CHU de Lille. Et donc, je faisais partie de cette première promotion. On était juste 10 fêlés qui disaient, tiens, il y a une technique qui est utilisée depuis 10 ans aux États-Unis, qui n'existe pas en France. Et moi, ça m'intéressait de voir pourquoi ça fonctionnait et comment ça fonctionne. Et alors maintenant, elle devient vraiment... elle est utilisée pour beaucoup de populations, donc pour les troubles cardiovasculaires, pour les troubles du sommeil, pour la gestion de la douleur. Elle est utilisée pour la performance à concentration chez les sportifs, pour vraiment dans beaucoup de cas. Elle est intéressante
parce qu'elle va mobiliser votre système nerveux autonome. C'est ce qui fait que vous accélérez, enfin, que votre système nerveux autonome végétatif, pour ceux qui connaissent l'ancien nom, ou le système vagal, va s'autoréguler et vous permettre de favoriser, de passer au calme. Cette technique, elle fait appel à la respiration ventrale et elle va changer votre rythme respiratoire en passant par 6 respirations par minute, pendant 3 minutes. Il suffit de ça, c'est dingue. En 3 minutes, vous changez la physiologie de votre corps. Pour faire 6 respirations par minute, il faut faire 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. C'est tout. Quand je parle, je suis entre 18 et 20 respirations par minute. Quand je dors, je suis à 10 respirations par minute. Et là, on va descendre à 6 respirations par minute. Pour ceux qui sont un peu plus dans la physiologie du corps, parmi vous, c'est comprendre que quand on fait ça, on va faire un mouvement avec le diaphragme qui va agir sur le baroréflexe qui, lui, va faire descendre votre tension artérielle et le rythme cardiaque. Donc c'est juste un effet mécanique. Il n'y a pas besoin de croyance, c'est ça qui est sympa aussi dans cette technique. Vous pouvez avoir des gens voilà, qui connaissent rien, et ça marche sur tout le monde. C'est pas une question de volume de la cage thoracique. Le rythme ne change pas en fonction du volume de la cage thoracique. C'est juste un effet physiologique mécanique de ce type de respiration. Alors, l'exercice, vous allez avoir une émoticône avec de la musique qui descend. Et quand on est sur l'émoticône qui descend, on souffle par la bouche. Et quand on est sur l'émoticône qui remonte, et la musique remonte en même temps, on inspire par le nez. Est-ce que tout le monde voit bien? Parce qu'une fois que je vais le lancer, je vais vous guider, ça dure 3 minutes, on met les pieds à plat, le dos est droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. La posture est très importante. Si vous êtes comme ça, vous allez bloquer votre diaphragme, vous ne pourrez pas passer en respiration ventrale. Donc c'est très important de tenir le dos droit, de dégager la gorge, pareil, poum, ça va pas, et d'avoir un petit peu les épaules en arrière pour dégager la cage thoracique et libérer le plexus. Ça va permettre à votre diaphragme de travailler. Sinon, vous aurez tendance à rester en thoracique. Vous ferez de la surventilation et avec une petite tête qui tourne parce qu'évidemment une suroxygénation qui fait ça. Donc dans ce cas-là, si vous sentez que vous sentez dans ce mécanisme-là, vous soufflez davantage pour revenir en respiration ventrale. Comment vous savez que vous êtes en respiration ventrale? Vous sentez un petit peu le ventre qui se gonfle comme un petit ballon qui se dégonfle. C'est pas vous qui poussez avec le ventre. Ça se passe à l'intérieur. Imaginez un petit ballon. Quand je souffle, et c'est parce que je souffle qui se dégonfle, que derrière il va pouvoir se regonfler. Donc c'est quelque chose qu'on va apprivoiser pour assouplir le diaphragme et rentrer dans ce rythme. Encore une fois, il n'y a pas d'objectif de réussite. Dans tous les exercices et aussi une des forces de sophrologie, c'est l'apprentissage qui petit à petit va vous amener à y rentrer spontanément, facilement. Et d'ailleurs les gens me disent, après spontanément en réunion, je me suis retrouvée en cohérence cardiaque. J'étais dans le métro, je me suis passée en cohérence cardiaque. Au début on s'entraîne avec le support parce qu'on ne connaît pas le rythme, et au bout d'un moment, on en ressent le sang physiquement et on passe naturellement en cohérence cardiaque.
Chacun à son rythme va se préparer mentalement à faire le chemin du retour. Mais pour faire le chemin du retour, nous commençons par bouger les orteils, par revenir dans les sensations corporelles, la peau, les muscles, étirer les jambes. Bougez les doigts, les mains, la peau, les muscles, étirez les bras. Attention voisins, mais prenez de la place, étirez-vous. Inspirez toniquement. Faites des grimaces avec le visage. Gonflez une joue puis l'autre. Prenez le temps d'une complète récupération respiratoire et musculaire. Et quand vous le voulez, vous pouvez ouvrir vos yeux. Prendre du temps pour soi. C'est peut-être ce qui nous manque le plus de nos jours. De se reconnecter à soi, et c'est aussi ce qu'on fait toutes les nuits avant de s'endormir. Le petit rituel d'endormissement qu'on met en place tous les soirs. Là, ça nous ramène vers nous-mêmes. Se reconnecter à soi. Prendre soin de soi. Ah, vous l'aurez compris, hein, c'est ma passion. Hein. Ouais, c'est un vrai enjeu de santé et puis de société. On a vraiment un bouleversement de la société. 4 personnes sur 10 souffrent d'un trouble du sommeil ou d'éveil. Maintenant, vous aurez compris que je les différencie. Seulement 18 personnes d'entre elles sont traitées, mais 78% avec des médicaments, 72%. 26% en traitement respiratoire et je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus qui devraient en avoir. Hein, l'apnée du sommeil est un trouble du sommeil, lui, pas un trouble de l'éveil. Et 9% avec des traitements non médicamenteux, les plantes, la sophrologie, l'hypnose, la relaxation. Donc on voit qu'on a encore de la marge. Donc pour ça, si vous avez un doute, vous pouvez envoyer au réseau Morphée. Ce sont des praticiens dans toute la France spécialisés, des médecins du sommeil, médecins spécialisés qui font les diagnostics. Sur le réseau Morphée aussi, depuis l'année dernière, il y a un test de diagnostic qui permet à chacun, au grand public, d'aller voir comment il se positionne, connaître son chronotype, sa dette, voilà. C'est des outils, encore une fois, disponibles pour le grand public. Vous pouvez partager. Sur mon site, il y a aussi des outils. L'agenda du sommeil qui est téléchargeable. Il y a des séances, parce que tout le monde ne peut pas venir me voir, il y a des séances qu'on télécharge de sophrologie spéciale, des programmes sommeil. Le plus important, c'est d'entendre, de diagnostiquer les horloges. Et puis, effectivement, avec cette analyse, peut-être qu'il y a vraiment un trouble du sommeil, neuroleptique, un trouble neurologique, un trouble d'apnée, un trouble, et ça demande un trouble d'impatience des gens, ça demande un accompagnement médical. Et le reste, on sait que 90% des autres troubles, c'est des troubles de l'éveil, donc c'est de l'hygiène de vie et de la capacité à lâcher prise de nos jours, à gérer nos émotions, à digérer nos émotions, à quitter l'espace de rumination ou de surexcitation mentale. On parle en ce moment de détox mental, hein. C'est de ça aussi dont il s'agit. Et puis retrouver une qualité de vie en fin de compte. C'est parce que je vais augmenter ma qualité de vie en journée que je vais augmenter ma qualité de sommeil. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci.